Alors bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous parler ce soir d'une découverte qui a eu lieu l'année passée, qui est une découverte qu'on attendait depuis 40 ans et qui s'est enfin produite. C'est la découverte, vous en avez tous entendu parler, du boson de Higgs, qui a valu le prix Nobel en 2013 au théoricien qui l'avait prédit dans les années 60. Alors quand on parle du boson de Higgs, on fait une plongée dans l'infiniment petit. Il n'y a pas de pointeur à tout hasard? Non. Si, ce sera un petit peu plus facile. Vous avez ici différents ordres de grandeur qui partent d'échelles très macroscopiques, comme l'échelle des galaxies qu'on va observer avec des radiotélescopes, et puis après on descend de plus en plus dans l'infiniment petit, donc des objets usuels qu'on peut voir avec nos yeux, des objets un petit peu plus petits, par exemple les globules rouges qu'on peut voir avec un microscope, des objets encore plus petits comme les atomes qu'on peut voir avec des microscopes électroniques. Et puis après, quand on descend à l'intérieur de l'atome, donc peut-être tout le monde n'est pas familier des constituants de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Le noyau est lui-même constitué de protons et de neutrons, qu'on a cru à un moment être des particules élémentaires. Et puis un petit peu plus tard, on s'est rendu compte que ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes constitués de sous-constituants qu'on appelle les quarks. Et dans les protons et les neutrons, il y a deux types de quarks, les quarks qu'on appelle up et les quarks qu'on appelle down. Et ces quarks, aujourd'hui, on pense que ce sont des constituants élémentaires. Peut-être que dans le futur, des expériences nous feront mentir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est les particules les plus élémentaires qu'on connaisse avec les électrons qui gravitent donc autour des noyaux. Et alors, quand on descend comme ça dans l'infiniment petit, on a besoin d'un microscope très particulier qui est un accélérateur de particules. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce soir de quoi il s'agit. Et puis, il y a une sorte de mur comme ça quand on descend dans les distances les plus petites. Mur un peu théorique qu'on appelle l'échelle de Planck, je vous le mentionne parce que j'en parlerai aussi à un moment, qui est 10-35 mètres et qui est l'endroit en fait où la gravité telle qu'on la comprend aujourd'hui de façon théorique devient quantique, et ça aujourd'hui on ne sait pas encore faire une gravité quantique, donc c'est un peu le mur de la connaissance qu'on a. Alors, faire des collisions dans des accélérateurs de particules pour descendre à ces toutes petites échelles, c'est aussi faire des expériences dans les mêmes conditions que 10-10 secondes après le Big Bang. Donc on dit toujours c'est remonter en arrière. Bien sûr, on ne remonte pas vraiment en arrière, mais on se place dans des conditions qui sont similaires à celles qui étaient juste donc une toute petite fraction de seconde après le Big Bang. Vous savez que tout a commencé, pense-t-on, au Big Bang. L'univers après a subi une phase d'inflation. Toutes les particules ont été créées ici au début de l'univers. Et puis, vous avez ici les différents accélérateurs de particules, dont le LHC, dont je vous parlerai ce soir, qui sont des énergies qui correspondent exactement à cette limite ici. Alors, la théorie de l'infiniment petit, aujourd'hui, elle se nomme le modèle standard. C'est la meilleure théorie qu'on ait à l'heure actuelle pour décrire tous les phénomènes qu'on a observés jusqu'ici en laboratoire. Et elle se base sur deux ingrédients principaux, la relativité restreinte et la mécanique quantique. Donc la relativité restreinte, elle nous sert par exemple, donc vous connaissez la fameuse équation d'Einstein E égale mc2, et ça nous permet, c'est exactement ce qu'on met en œuvre quand on allume un accélérateur de particules. On accélère des particules comme des protons au LHC, de masse faible, on les fait voyager à une vitesse proche de celle de la lumière, et leur énergie cinétique se transforme à travers cette équation, puisque l'énergie et la masse sont deux choses équivalentes, se transforment en des particules de masse plus grande, comme le boson de Higgs, qui n'existe pas dans l'univers à l'état naturel. Et puis, une fois que ces particules lourdes ont été créées, quand elles sont instables, la plupart du temps, on réutilise cette équation parce qu'elle se désintègre immédiatement dans d'autres particules à nouveau plus légères, qui ensuite ont une certaine vitesse. Et puis la mécanique quantique, pour ceux qui étaient là dans l'exposé d'avant, je suis arrivée juste à la fin, mais ça parlait de mécanique quantique visiblement, et donc vous connaissez la dualité onde-corpuscule, champ-particule dans notre jargon à nous. Et en particulier, ça se traduit par le fait que la vie n'est pas si simple quand on va dans l'infiniment petit. Par exemple, on utilise beaucoup des diagrammes comme ça pour représenter les réactions qui se passent dans les accélérateurs. Par exemple, ici, si vous faites se collisionner deux électrons ensemble, ils se collisionnent, ils se voient à travers l'échange d'un photon. Et sans mécanique quantique, on le dessinerait comme ça. Et puis avec la mécanique quantique, on le dessine comme à droite. En fait, c'est même beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la mécanique quantique nous dit que ce processus-là est habillé de tas de choses, de création de particules virtuelles lourdes pendant un temps court, etc., etc.
Donc ça complique un petit peu la vie, par exemple, pour calculer tous les processus qu'on va observer au LHC. Alors, je vais vous décrire maintenant tous les éléments du modèle standard, en commençant par les interactions. Donc, vous savez qu'il y a 4 interactions qui décrivent le monde connu, et 3 d'entre elles, les 3 premières dans ce tableau ici, on pense qu'elles procèdent par l'échange de particules médiatrices qu'on appelle les bosons de jauge. Alors, vous avez la force forte qui, proportionnellement à toutes les autres, donc est la plus forte. Ici, je l'ai mis d'intensité 1. Et elle est donc véhiculée par des bosons qui s'appellent des gluons. Et elle est responsable, par exemple, de la liaison des quarks dans le noyau et des protons et des neutrons dans le noyau. La force électromagnétique, c'est celle avec laquelle tout le monde est le plus familier. Elle est d'intensité 100 fois plus petite que la force forte. Et elle est véhiculée par un boson qui s'appelle le photon. Vous savez qu'elle est responsable de la lumière, électricité, magnétisme. La force faible, comme son nom l'indique, elle est faible. Vous voyez qu'elle est 10 puissance moins 14 fois plus faible que la force qui lie les quarks dans le noyau. Elle est véhiculée par 3 bosons qu'on appelle les bosons intermédiaires ou les bosons faibles, qui s'appellent les W+, W- et Z0. Et elle est responsable de la radioactivité et combustion du Soleil. Et puis on a une dernière force qui est en fait celle à laquelle on est soumise le plus tous les jours, qui est la gravité, qui est d'une intensité vraiment beaucoup plus faible par rapport à toutes les autres. Et aujourd'hui, elle n'est pas inclue dans le modèle standard dont je vais vous parler juste après. Si un jour on arrivait à l'inclure, il y a des essais déjà d'essayer de faire une théorie qui inclut la gravité. On appelle le boson qui véhiculerait cette force le graviton. Et voilà. Alors, un point très important qui est à la base en fait, de l'existence du boson de Higgs, c'est qu'il y a des arguments théoriques que je ne vais pas développer ici parce que c'est un petit peu compliqué, mais qui imposent que tous ces bosons-là soient de masse nulle. Et on a observé, je vous montrerai tout à l'heure dans le tableau leur masse mesurée, certains de ces bosons ne sont pas de masse nulle et c'était toute la problématique qui a mené à l'invention du mécanisme de Higgs. Alors, les bosons de force dont je viens de vous parler sont dans cette colonne orange ici, le photon, les gluons, boson Z, boson W. C'est ce qu'on appelle donc les particules d'interaction. Et toutes les particules qui sont à gauche ici, c'est les particules de matière. Donc ce sont des fermions. Il y en a 2 grandes familles. En haut, les quarks. Donc je vous ai déjà parlé des quarks up et down qui constituent les protons et les neutrons. Et puis il y a ce qu'on appelle les leptons, dont l'électron est un exemple, avec son cousin le neutrino électronique. Je ne vous parlerai pas beaucoup des neutrinos ce soir, vous en avez probablement déjà entendu parler. Et ça, c'est ce qu'on appelle la première famille, c'est les particules les plus légères qui constituent la matière ordinaire autour de nous. Et puis après, on a 2 familles qui sont très similaires à la première famille, mais en plus lourdes. Donc on a quark, charm et strange, le top et le bottom. Donc le top, c'est la particule la plus lourde qu'on connaisse aujourd'hui. En haut à gauche des cases, là vous avez les masses, 171 GeV, alors c'est une unité un petit peu barbare. C'est une unité d'énergie qui correspond à un électronvolt. C'est l'énergie d'un électron mis dans un potentiel de 1 volt. Donc voilà, donc ça c'est le tableau des particules élémentaires qu'on connaît depuis assez longtemps. Et puis il manquait ce boson-là, le boson de Higgs, qui, vous voyez, est à part dans le tableau. C'est-à-dire que c'est ni une particule de matière, ni une particule de force. Donc c'est un peu spécial comme particule, ni matière ni force. C'est la seule particule du modèle standard, pour ceux qui connaissent la notion de spin, qui est un spin 0. Et donc cette particule est liée au mécanisme qu'on appelle souvent le mécanisme de Higgs, mais en fait il y a plein de noms qui s'accolent à Higgs, donc Brout, Engler et Higgs. Et ce mécanisme donne leur masse aux particules les plus élémentaires, en particulier aux bosons de jauge W et Z. Vous voyez ici que, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, les bosons Z et W ont une masse, 91 et 80 GeV. Les photons et les gluons sont de masse 0. Mais le mécanisme de Higgs est responsable en fait, de cette masse-là. Alors, comment ça marche de manière très simplifiée? Aux tout premiers instants de l'univers, donc vraiment juste après le Big Bang, avant ces 10-10 secondes, avant ce qu'on appelle la brisure de symétrie électrofaible, qui est un mot compliqué, mais pour ceux qui en ont déjà entendu parler, donc avant que ceci se produise, on a un champ de Higgs, c'est-à-dire l'équivalent en ondes, si vous voulez, de la particule de Higgs, un champ de Higgs qui emplit tout l'espace, mais qui n'a aucun effet sur les autres particules. Et donc toutes les autres particules, comme le photon, les bosons de Z et W, les neutrinos, les électrons, le quark top, se déplacent à la vitesse de la lumière, elles ne voient pas ce champ de Higgs, et les particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière sont sans masse, comme le photon. Et puis, quand l'univers est âgé de 10-10 secondes, donc lorsque cette brisure de symétrie électrofaible survient, alors le champ de Higgs qui remplit toujours tout l'espace, ça n'a pas changé,
Ce qui change dans ce champ de Higgs, c'est qu'il se matérialise différemment. C'est-à-dire, dans notre jargon, on dit qu'il acquiert une valeur dans le vide non nul. Donc ça, c'est un petit peu dur à comprendre, mais il se passe quelque chose qui fait que les autres particules vont soudainement voir ce champ de Higgs et vont interagir avec le champ de Higgs. Et donc, elles ne voyagent plus à la vitesse de la lumière. Et une particule qui ne voyage pas à la vitesse de la lumière, c'est une particule qui a une masse. Donc, par exemple, les bosons Z et W, qui avant se déplaçaient sous forme d'ondes comme ça sans rencontrer personne, maintenant interagissent, c'est toutes ces petites croix rouges là, avec le champ de Higgs. Et ça ralentit le boson Z et W et ça lui donne l'équivalent d'une masse. Les neutrinos, qui sont des particules très légères, interagissent beaucoup moins. L'électron, qui est une particule légère aussi, interagit un petit peu plus. Et le quark top, qui est la particule la plus lourde qu'on ait dans le tableau que je vous ai montré avant, interagit énormément avec ce champ de Higgs et donc a une masse très lourde. Et donc ça, c'est un mécanisme un peu extraordinaire parce que la masse, on se l'imagine toujours comme quelque chose qui est intrinsèque à une particule, alors qu'en fait, la masse des particules élémentaires, à travers ce mécanisme, ce n'est pas une propriété intrinsèque, mais ça résulte d'une interaction des particules avec le champ de Higgs qui emplit le vide. Donc c'est un mécanisme vraiment particulier pour donner la masse à quelque chose. Alors, je vais vous parler de la découverte du boson de Higgs, parce que moi, je ne suis pas théoricienne, mais je suis expérimentatrice. Donc, j'ai participé avec mes 3000 collègues d'Atlas, on est très nombreux, et 3000 collègues de CMS, l'autre expérience qui a aussi découvert le boson de Higgs, à cette découverte. Et là, en fait, la découverte a été annoncée le 4 juillet 2012 au CERN. Et ça ressemblait à ça. Alors, j'espère que ça va marcher. Today is also a special day, Ouais. because we hear two presentations from the two experiments, Atlas and CMS, on their update. Donc ça, c'était le jour où les deux porte-parole des expériences ont reporté la découverte du boson de Higgs. Donc ça, c'était l'expérience CMS, donc qui donne la masse du boson de Higgs et puis la significance statistique avec laquelle on l'a découverte. Et ça, c'est Fabiola, notre porte-parole de l'époque, pareil, qui montre la découverte par Atlas. Et évidemment, c'était une standing ovation. Il y avait Monsieur Higgs et Monsieur Engler qui étaient dans la salle. Et c'était une grande journée pour nous. Alors. Ah, non, je ne veux pas le remontrer. Voilà. Alors, comment on s'y est pris pour découvrir le boson de Higgs? Qu'est-ce qu'on savait du boson de Higgs avant de le découvrir? En fait, on savait presque tout sur lui, sauf sa masse. Et on n'avait bien sûr pas la certitude qu'il existait. Alors, le boson de Higgs, il faut commencer par le produire. Dans les collisions de protons dans cet accélérateur, on va prendre les constituants des protons. Donc, je vous ai dit que les protons sont constitués de quarks et aussi de gluons, parce que pour attacher les quarks ensemble, il y a des gluons. Donc, on choisit un quark ou un gluon dans chaque proton qui se rencontre. Et puis, à travers des processus un petit peu compliqués que je ne vais pas vous décrire ici, on produit ce H qui est le boson de Higgs. On produit très très peu de bosons de Higgs. On en produit un toutes les 5 milliards de collisions. Donc il faut faire énormément de collisions pour arriver à produire quelques bosons de Higgs. Ensuite, ce boson de Higgs, c'est une particule instable, donc il vit une toute petite fraction de seconde et il se désintègre dans des particules stables du tableau que je vous ai montré avant. Donc on ne connaissait pas sa masse à l'époque, donc ici vous avez un graphique en fonction de sa masse, entre 100 GeV et 500 GeV à peu près. Et puis ici, sur l'axe Y, vous avez plus ou moins la probabilité que le boson de Higgs se désintègre en, par exemple, un des exemples que je vais montrer, 2 photons. Donc c'est la courbe grise, ici. Donc une fois sur 100 à peu près, à une masse de 125 GeV, qui est là où on l'a trouvé, le boson de Higgs va se désintégrer en 2 photons. Il peut se désintégrer aussi en 2 bosons Z, qui eux-mêmes vont se désintégrer, par exemple, en 4 leptons. Donc 2 électrons et 2 muons, par exemple. Donc on ne savait pas à l'avance quelle était sa masse, donc on a regardé toutes les signatures possibles de désintégration du boson de Higgs, en espérant que l'une d'entre elles nous donnerait une découverte. Donc cette découverte a été faite au LHC, qui est le Large Hadron Collider, c'est-à-dire collisionneur, le grand collisionneur de hadrons. Les hadrons, c'est le nom générique pour les protons et les neutrons. Comme je viens de vous le dire, le boson de Higgs, c'est un processus très très rare, donc on a besoin, en fait, pour le produire, il faut vraiment des grandes énergies. Plus l'énergie de la collision est élevée, plus il y a une chance de le produire. Et énormément de collisions, puisqu'on en produit un toutes les 5 milliards. Donc pour faire une très très grande énergie, le fait qu'on veuille des très grandes énergies et beaucoup de collisions, ça nous a amené à construire un accélérateur vraiment puissant et vraiment différent de tous ceux qui avaient été faits avant. Pour faire une très très grande énergie, on accélère donc des faisceaux de protons à une certaine énergie, donc 7 TeV, dans un tunnel énorme de 27 km de circonférence, parce que quand on accélère une particule,
imaginez ce tunnel comme une autoroute, donc vous accélérez un camion très, très vite sur une autoroute, à un moment, il faut arriver à le faire tourner, ce camion, quand on le fait voyager proche de la vitesse de la lumière. Et donc, pour le faire tourner, il faut que le virage ne soit pas trop serré, donc on fait un virage le plus grand possible, donc un accélérateur le plus grand possible. Et puis, pour le faire tourner, comme le proton est une particule chargée, on met des aimants sur son chemin, et c'est le champ magnétique qui va courber la trajectoire des protons. Et on a dû construire des aimants très puissants de 8,3 Tesla. Donc pour faire ce champ magnétique, il faut faire circuler 12 000 ampères. Et on a fait ça sur 27 km. Donc on est capable de faire des champs magnétiques plus forts que ça, mais juste un aimant dans une pièce. Par contre, mettre des milliers d'aimants sur 27 km pour accélérer des protons, ça s'était jamais fait avant. Et pour faire ce champ magnétique, on a utilisé des aimants supraconducteurs qui sont refroidis à une température très proche du zéro absolu, 1,9 degrés Kelvin. Donc le LHC, c'est un frigo géant rempli d'aimants. Et ensuite, pour faire énormément de collisions, on met beaucoup de protons dedans. Donc on met presque 3000 paquets de protons. Chacun de ces paquets, c'est 100 000 millions de protons chacun, 10 puissance 11. Et tout ça, ça tourne à la vitesse de la lumière. Donc en fait, il y a environ 20 collisions par... Alors, à chaque fois que les paquets se croisent, il y a 20 collisions de protons. Donc si on fait le total, on a 600 millions de collisions par seconde. C'est ce qu'on appelle la luminosité de l'accélérateur. Et alors ces 600 millions de collisions, évidemment on ne peut pas toutes les enregistrer, parce qu'après, vous allez voir, on a des détecteurs avec des signaux électriques qu'on transforme après en choses qu'on enregistre sur des disques, et on ne peut pas tout enregistrer. Donc il faut sélectionner les événements intéressants parmi tout ça, et ça c'est une grande tâche au LHC d'arriver à prendre les bons événements parmi ces 600 millions qui peuvent potentiellement être des bosons de Higgs. Donc là vous avez une vue schématique de ce qu'est le LHC, donc c'est situé à Genève, entre le Jura et le lac Léman. C'est mis à 100 mètres sous terre, non pas que ce soit particulièrement dangereux et qu'il faille l'enterrer profondément. On aurait pu le mettre en surface, mais ça coûtait assez cher d'acheter 27 km de terrain dans le pays de Gex. Donc ça a été enterré, et à 100 mètres, parce qu'à 100 mètres, il y avait une couche de mélasse un peu plus molle que la roche qui était au-dessus. Donc c'était l'endroit le plus facile pour creuser ce tunnel. Ce tunnel, en fait, c'est une réutilisation d'un précédent accélérateur qui s'appelait le LEP, qui a tourné pendant 10 ou 20 ans jusqu'en 2000. Et puis, donc, là-dedans, on a des tubes à vide avec les faisceaux qui circulent. Et puis, en 4 endroits, les faisceaux se croisent. Et là, on a construit des grosses cavernes avec des puits pour y descendre. Là, il y a l'expérience Atlas dans laquelle je travaille. En face, l'expérience CMS. Donc, ces deux expériences faisaient la même chose, chercher le boson de Higgs et d'autres choses dont je vous parlerai à la fin. Et puis, il y a 2 autres expériences, LHCb et ALICE, qui font une autre physique, dont je ne vous parlerai pas ce soir. Alors, comment on fait pour détecter les particules produites? Donc là, vous avez une vue en coupe d'un détecteur typique de physique des particules. Les faisceaux circulent au milieu, dans le rond blanc, là. Et donc, les faisceaux se rencontrent au centre de ces détecteurs. Il peut y avoir, donc, une fois sur des milliards, un boson de Higgs produit qui va, par exemple, se désintégrer en 2 photons. Et après, on construit autour de ce point d'interaction un énorme détecteur. Donc, Atlas, typiquement, vous allez voir, c'est 25 mètres de haut. Donc, c'est vraiment des gros détecteurs. Et on met plusieurs couches avec des technologies différentes autour de ce point d'interaction, et pour essayer de mesurer les propriétés des particules qui sortent. Donc, par exemple, typiquement au centre, on met ce qu'on appelle un trajectographe mis dans un aimant qui permet de reconstruire la trace de toutes les particules chargées et leur impulsion. Après, on met typiquement des calorimètres électromagnétiques et hadroniques qui sont des détecteurs dans lesquels les particules vont venir s'écraser et déposer l'intégralité de leur énergie. Et puis à la fin, on met des détecteurs à muons, parce que les muons sont les seules particules qui ne voient rien de tout ça et qui sortent du détecteur. Et donc, quand on voit une trace qui sort comme ça du détecteur, on sait que c'est un muon qui est passé par là. Et après, on joue un petit peu à Sherlock Holmes. Par exemple, si on voit qu'on a eu un dépôt d'énergie dans le calorimètre, mais pas de trace devant, on sait que c'est une particule neutre, donc c'est un photon. Par contre, s'il y a eu une trace devant, on sait que c'est une particule chargée, donc ça peut être un électron. Si par contre l'énergie a été déposée dans le 2e calorimètre qui s'appelle hadronique, on sait que c'est plutôt des particules constituées de quarks comme des neutrons ou des protons ou des pions. Et puis en faisant ce jeu-là, on est capable de dire, alors parfois on se trompe, mais on a quand même on est capable de bien identifier les particules et de reconstruire leur énergie et leur direction, qui nous permet de dire par exemple, tiens là j'ai vu 2 photons, peut-être que ces 2 photons venaient d'un boson de Higgs. Donc Atlas, c'est un détecteur typique au LHC, celui sur lequel je travaille. Il ressemble à ça, en vue schématique. Il fait 22 mètres de haut, 46 mètres de long. Ici, vous avez des petits personnages pour donner l'échelle du détecteur.
Donc quand on va travailler dans Atlas, ben, on monte sur des échelles, on descend, etc. C'est vraiment une énorme machine. Et vous reconnaissez, donc les faisceaux circulent comme ça, et puis au centre, il y a le trajectographe, puis les calorimètres. Et en fait, tout ce qui est en bleu, la plus grosse partie d'Atlas, c'est le détecteur à muons dont je vous ai parlé dans le transparent d'avant. Donc il pèse 7000 tonnes, à peu près comme la Tour Eiffel. Il y a 100 millions de canaux électroniques qui lisent tous les signaux qui ont été déposés ici, 3000 km de câbles et 3000 physiciens. Donc chaque physicien a son kilomètre de câble dans Atlas. Et ces 3000 physiciens proviennent de 38 pays, 174 institutions. Donc ça ressemble à ça, en vue schématique. Hein, on zoome ici sur le lac Léman qui est là, le Jura qui est ici, ça c'est Genève, ça c'est le LHC. Et puis après on va aller rentrer, donc ça c'est le site du CERN, avec la caverne d'Atlas ici. On va rentrer dans la caverne d'Atlas, là on est 100 mètres sous terre. On va ouvrir la caverne, l'image de synthèse c'est beau, voilà. Et puis là on trouve Atlas, avec quelqu'un qui va marcher dedans pour vous montrer l'échelle du détecteur. En vrai, on descend en ascenseur. Hein. Mais Alors, pour vous donner l'exemple de la recherche du Higgs en 2 photons, qui est le canal sur lequel moi j'ai travaillé avec mes collègues du LPNHE à Paris. Alors, pour reconstruire, donc on va trouver 2 photons dans le détecteur, on va reconstruire pour chacun des photons son énergie et sa direction. Donc c'est le E1, E2, P1, P2 ici. Et on fait un petit calcul pour reconstruire ce qu'on appelle la masse invariante des 2 photons. Et alors, quand ces 2 photons viennent d'un boson de Higgs, ici vous avez un histogramme qui vous montre une masse invariante en GeV. Quand les 2 photons viennent d'un boson de Higgs, bah, ça pique à la masse du boson de Higgs. Par exemple, ici à 125 GeV. Alors en vrai, on détecte, on mesure l'énergie et l'impulsion avec une certaine résolution expérimentale. Donc en fait, ce pic de Dirac, en vrai, quand on mesure avec un détecteur, bah, c'est une gaussienne un petit peu élargie, puisqu'on a une résolution de la mesure. Et puis surtout, la grosse difficulté, c'est que la plupart des photons, en fait, ne viennent pas d'un boson de Higgs, mais viennent d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond, qui est montré ici à droite, qui a une forme exponentielle décroissante, en gros. Et puis, quand on met les deux ensemble, donc le vrai signal du boson de Higgs et le bruit de fond qui est ici, ça ressemble à ça, parce que le boson de Higgs, il est produit de manière très rare. Donc en fait, on a surtout du bruit de fond, puis à un endroit, eh ben, on a cette petite gaussienne ici, qui ressort à la masse du boson de Higgs. Donc ça, c'est une vue schématique. Et puis après, quand on l'a fait en vrai, dans les expériences, à gauche, vous avez la figure pour Atlas et à droite pour CMS. Eh ben, c'est exactement ce qu'on observe avec des vraies données. Donc la découverte du boson de Higgs, c'est ça. Ce n'est pas si impressionnant que ça quand on regarde la figure. Mais ici, on a un excès de données par rapport à la courbe en pointillé, ici, vous voyez, qui est du bruit de fond. Et la masse du boson de Higgs qu'on a mesuré est d'environ 125 GeV. Donc ça, c'est un exemple de canal. Alors ça ne paraît pas très significatif, mais en fait, quand on a fait la découverte, on avait une chance sur 1 million à peu près que ça puisse être juste du bruit de fond. Donc en fait, c'était très significatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de découverte le 4 juillet 2012. Il n'y a pas que ce canal-là qui a permis de découvrir le boson de Higgs. Il y a aussi le Higgs en 2 Z, puis chacun des Z donne 2 leptons. Et ça ressemblait à ça. Donc c'est une figure très différente, parce qu'en fait, dans ce canal-là, il y a beaucoup moins de bruit de fond. Alors le boson de Higgs, c'est le pic en rouge ici, et ici en rouge dans CMS aussi. Et puis tout le reste qui est coloré en bleu et en violet ou vert, c'est le bruit de fond. Donc c'est une façon très différente de découvrir le boson de Higgs par rapport à ce que je vous ai montré avant. Mais c'était aussi très significatif. On a un pic très net à la même masse, donc tout était cohérent. Et puis on a fait ça avec encore un 3e canal du temps de la découverte. Et puis après la découverte, on a rajouté encore d'autres canaux. Et à la fin, quand on met tout le monde ensemble, on a ce genre de figure qui nous montre en fonction de la masse du boson de Higgs, la probabilité, donc c'est ce chiffre qui est sur l'axe Y ici, la probabilité que ce qu'on observe, ce soit du bruit de fond. Donc quand on est à des masses de 115, 120 GeV, eh bien, la probabilité qu'on observe du bruit de fond, elle est proche de 1. Et puis au moment où on voit le boson de Higgs, eh bien, cette probabilité, elle chute à 10 moins 24. Donc on a une signification statistique, on nomme ça en sigma, de 10 sigma. Donc c'est vraiment un signal très très fort qu'on a découvert un boson de Higgs dans plein de canaux différents, tous à la même masse et tous cohérents entre eux. Donc ça a valu en 2013 le prix Nobel à François Englert et Peter Higgs. Donc c'était les théoriciens qui avaient prédit ce mécanisme il y a 40 ans. Il n'y avait pas que eux, hein, mais c'est les deux vivants et plus importants qui ont eu le prix Nobel. Et puis dans
dans le texte qu'il y avait en dessous de l'annonce du prix Nobel, il y avait mention des 2 expériences Atlas et CMS. Malheureusement, les 6000 physiciens qui ont découvert le boson de Higgs ne pouvaient pas tous avoir le prix Nobel, donc ça a été attribué aux expérimentateurs, mais on se sent largement remercié par ça néanmoins. Alors, une fois qu'on a découvert le boson de Higgs, on n'a pas terminé de travailler. On a fait ce qu'on appelle une sorte de checklist expérimentale, c'est-à-dire on a vu une nouvelle particule, mais avant de vraiment s'assurer que c'est le boson de Higgs, finalement il faut mesurer toute une série de propriétés. Donc on a, comme je vous disais, avant de découvrir le boson de Higgs, on savait tout sur lui à part sa masse. Donc maintenant qu'on connaît sa masse, on sait exactement comment il doit se comporter. C'est-à-dire on sait exactement, alors son spin, on sait depuis le début que ça doit être spin 0, sa largeur, c'est-à-dire sa durée de vie, on sait que ça doit être 4 mètres. Et surtout, comment il interagit avec chacune des autres particules, donc comment il interagit avec le W, le Z, avec les fermions, les gluons et les photons. Ça, c'est vraiment prédit par le modèle standard, avec une très très grande précision. Ces valeurs théoriques données ici, ça correspond à des chiffres. Et après, nous, on essaie de remplir la colonne de droite, et on n'a vraiment pas terminé. On en a au moins pour 10 ou 15 ans avant de remplir la colonne de droite avec une précision, en particulier sur ces dernières lignes, suffisante pour dire que c'est vraiment, que le boson de Higgs se comporte vraiment comme le modèle standard le prédit. Donc on a fait notre checklist, on a mesuré la masse, voilà, on a testé le spin, donc on n'a pas des grandes certitudes là, mais on pense que c'est un spin 0, parité qu'il faut, etc. Et pour l'instant, on a mesuré tout ce qu'on appelle les couplages donc, du boson de Higgs aux autres particules avec une précision de 15 ou 20%. Et on va descendre jusqu'à l'ordre de 5% dans les prochaines décennies pour vraiment s'assurer que tout se comporte comme on avait prévu. Donc c'est vraiment la fin d'une longue quête, cette découverte. Ici, vous avez un diagramme intéressant qui a été donné par The Economist au moment de la découverte, qui donne l'année de prédiction avec les traits bleus de toutes les particules qu'on connaît et l'année avec les traits rouges où ils ont été découverts. Et vous voyez que on a mis du temps à découvrir l'électron, le photon, etc. Toutes ces particules-là, par contre, tous les quarks, ça a été assez rapide. Et puis le boson de Higgs, c'est celui qui a eu la plus grande durée entre le moment où il a été prédit et le moment où il a été découvert, presque 50 ans. Alors et ensuite, donc comme je vous ai dit, on n'a pas terminé parce qu'on est en train de mesurer toutes les propriétés du boson de Higgs très précisément, mais on ne fait pas que ça au LHC. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par le boson de Higgs, par rapport à la masse en général. Je vous ai montré dans le premier tableau où il y avait toutes les particules. Donc là, c'est les mêmes particules, mais représentées par des boules dont la taille est proportionnelle à leur masse. Donc on a une très grosse boule pour le quark top, des très petites boules pour l'électron, et les neutrinos sont même trop petits pour être représentés. Donc en fait, vous voyez qu'on a des boules de taille très différentes, et on ne comprend pas pourquoi le quark top est si lourd, l'électron est si léger, on ne comprend pas cette hiérarchie de masse. Et ça, le boson de Higgs, il a beau expliquer comment ces particules acquièrent leur masse, il n'explique pas pourquoi on observe ces valeurs de masse. C'est quelque chose qu'on aimerait expliquer. Le boson de Higgs lui-même a une masse donc de 125 GeV. Pardon, j'ai cassé le matériel. Hop. Voilà. Merci. Et en fait, la masse du boson de Higgs à 125 GeV, en fait, elle est assez extraordinaire du point de vue théorique, au sens qu'en fait, si notre théorie est correcte, la façon dont on comprend les choses, la masse du boson de Higgs ne devrait pas valoir 125 GeV, mais devrait valoir l'échelle de Planck dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une énergie phénoménale. Et la probabilité que la masse du boson de Higgs soit ce qu'elle est, c'est aussi improbable qu'avoir un glaçon dans le feu. Alors je prends cette analogie parce que ça c'est lié à ce dont je vous ai parlé au tout début avec la mécanique quantique, ces diagrammes qui s'habillent comme ça de plein de particules virtuelles dans tous les sens. Ces particules virtuelles font exploser la masse du boson de Higgs. Et c'est la seule particule du modèle standard à qui ça arrive, parce que c'est une particule scalaire. Toutes les autres particules qui ont des spins soit demi-entiers, soit entiers, sont protégées d'une certaine manière de ce genre de phénomène. Mais le boson de Higgs, lui, il n'est pas protégé et c'est totalement anormal que sa masse soit aussi basse. Et pour expliquer ça, on a inventé des tas de théories alternatives, par exemple la supersymétrie, qui permet de corriger cette anomalie et d'expliquer pourquoi la masse du boson de Higgs est ce qu'elle est. Et donc ça, c'est un argument fort pour dire que le modèle standard, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus qui doit justifier ça. Il y a une autre chose intéressante qu'on a pu voir maintenant qu'on a vraiment observé le boson de Higgs et qu'on connaît sa masse. C'est alors c'est un petit peu compliqué à expliquer en 2 secondes, mais en gros ici vous avez l'énergie d'une réaction qui va jusqu'à l'échelle de Planck, par exemple ici 10 puissance 19 GeV. Et ici, vous avez la masse possible du boson de Higgs. Et ces lignes ici, en haut et en bas, sont des lignes interdites par la théorie. C'est-à-dire, par exemple, la ligne du bas qui nous intéresse le plus, si le boson de Higgs est plus léger que 125 GeV, typiquement, justement la masse qu'il a,
alors le vide dans lequel on vit, donc ce vide, je vous ai dit au début qu'il était rempli par le champ de Higgs, donc le champ de Higgs détermine la nature du vide de l'univers, ce vide est ce qu'on appelle métastable, c'est-à-dire qu'à un moment, alors on appelle ça métastable parce que ça ne va pas se produire, la probabilité où ça se produise c'est plus que la durée de vie de l'univers, mais ce vide pourrait se retourner d'une manière que tout change et le monde tel qu'on le connaît disparaît. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert donc, ce boson de Higgs à une masse qui est exactement à la limite inférieure de ce diagramme-là. Et c'est quelque chose qui questionne aussi les gens, de savoir pourquoi le boson de Higgs il est exactement à cette limite-là de métastabilité du vide. Et ça ne se produit pas, ce problème n'apparaît même pas si on a ce qu'on appelle une nouvelle physique. Donc, ce qu'on appelle nouvelle physique, c'est n'importe quoi qui n'est pas le modèle standard. Par exemple, la supersymétrie. Si la supersymétrie existe, alors à un moment, ce schéma-là, il change complètement parce que la supersymétrie modifie tout ce comportement. Et donc, ce problème-là n'apparaît même pas. Et tout ça, en fait, c'est des arguments pour dire qu'il doit y avoir quelque chose qui se produit en plus du modèle standard. Il y a d'autres questions plus reliées à l'univers qui nous font dire que le modèle standard n'est pas la théorie ultime. C'est qu'en fait, les particules du modèle standard ne rendent compte que de 5% de l'énergie totale de l'univers. Vous avez probablement déjà entendu parler d'énergie noire et de matière noire. Ici, vous avez un diagramme. On a mesuré précisément la fraction de la matière et l'énergie de l'univers qui est composée par les particules qu'on connaît, qui sont dans le modèle standard. Et ça, c'est seulement 5% du total. 27%, c'est de ce qu'on appelle de la matière noire. C'est-à-dire c'est vraiment de la matière, on en est sûr, mais on ne sait pas de quoi elle est faite. Elle n'est pas constituée d'aucun élément du tableau que je vous ai montré au début. Et tout le reste, la grande majorité, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc là, on ne sait pas du tout ce que c'est. Pour reprendre ici un petit peu ce que je viens de dire sur la matière noire, donc on est vraiment sûr de son existence. On l'a mesuré dans plein de mesures différentes, à la fois dans la dynamique d'objets astrophysiques, la formation des grandes structures, etc. Et soit elle est composée vraiment de nouvelles particules, c'est l'hypothèse vraiment la plus probable. Soit il y a des gens qui postulent que peut-être, parce qu'on l'a détecté uniquement par des phénomènes gravitationnels, peut-être, en fait, ce serait la gravité qui se comporterait de manière un petit peu différente de ce qu'on connaît jusqu'ici, et c'est assez peu probable. Néanmoins, ces deux hypothèses sont possibles. Et l'énergie noire, alors ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que l'énergie, l'univers, je vous ai dit qu'au début, donc, naissait avec le Big Bang, avait une phase d'inflation, et puis après, son expansion, donc l'univers est en expansion, et son expansion, elle peut soit ralentir, c'est-à-dire que l'univers, il continue à s'étendre, mais de plus en plus lentement, soit s'accélérer, c'est-à-dire que l'univers continue à s'étendre de plus en plus vite. Et c'est ce qu'on observe en fait, que l'univers s'accélère l'expansion de l'univers s'accélère de plus en plus vite, et c'est contre-intuitif, parce que l'univers est rempli de matière, on pensait jusqu'ici qu'il était rempli principalement de matière. La matière s'attire entre elles par la force de la gravité, et donc on aurait tendance à penser qu'à un moment, la matière, elle va freiner l'expansion de l'univers parce qu'elle va s'attirer mutuellement, et que l'expansion va ralentir. Et on observe exactement l'inverse, comme s'il y avait une sorte d'antigravité qui existait et qui faisait au contraire s'éloigner les objets de plus en plus. Et c'est ça qu'on nomme énergie noire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Il y a plusieurs explications possibles, on n'a aucune idée de laquelle est la bonne, la constante cosmologique dont vous avez déjà peut-être entendu parler, de la nouvelle matière, des champs scalaires un peu bizarres, quintessence, etc., de la gravité modifiée qui serait due par exemple à des dimensions supplémentaires. Peut-être vous avez aussi entendu parler de ce type de nouvelle physique où on postule qu'il n'y a pas 4 dimensions d'espace-temps, mais beaucoup plus. Donc ça, c'est des grandes questions qui disent que vraiment le modèle standard ne peut pas expliquer tout le contenu de l'univers. On a besoin de ce qu'on appelle la nouvelle physique. Donc la nouvelle physique, on espérait vraiment la trouver au LHC pendant le run 1 qu'on a eu donc ici les 3 dernières années. On l'a cherché, alors la théorie la plus probable, du moins la théorie favorite pour la nouvelle physique, c'est la supersymétrie. Et la supersymétrie prédit que pour toutes les particules du tableau du début que je vous ai montré, il y a une particule supersymétrique, donc on double le nombre de particules, un petit peu plus lourde, et donc on doit trouver toute une flopée de nouvelles particules au LHC. Et alors on a cherché toutes ces nouvelles particules dans tous ces canaux, là c'est très compliqué, vous voyez, il y a je sais pas, une cinquantaine de signatures possibles selon l'espace des paramètres dans lequel on se place, etc. On a ce qu'on appelle des gravitinos, des trucs comme ça, et on a cherché vraiment intensivement pendant le premier run. Et ce diagramme-là vous montre, toutes les bandes là, c'est des choses qu'on a exclues, c'est-à-dire c'est en fonction de la masse de ces nouvelles particules. On a exclu que telle particule, un gluino par exemple, puisse avoir une masse plus petite qu'un TeV, et au fur et à mesure, on repousse la limite comme ça, on dit, ben non, ces particules, elles ne peuvent pas exister avec cette masse-là. Et on exclut de plus en plus le champ des paramètres.
On a cherché, il n'y a pas que supersymétrie comme alternative au modèle standard, hein, il y a plein d'autres alternatives. Par exemple, les dimensions supplémentaires en bas à droite ici, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. On peut aussi considérer qu'il y a des particules composites, c'est-à-dire encore des sous-particules qu'on ne connaît pas, des gravitons, enfin il y a plein de possibilités. Les théoriciens ont vraiment beaucoup d'idées pour expliquer tous les problèmes que je vous ai parlé avant. Et c'est pareil, on n'a rien vu et on a exclu tous ces modèles-là au run 1. Donc la suite du programme, ce sera mon dernier transparent avant la conclusion, c'est que là, le LHC, donc, il a tourné pendant 3 ans. Là, on est en arrêt technique pour faire des améliorations qui permettent de redémarrer en 2015 à une énergie double de celle qu'on avait tournée jusqu'ici. Et cette énergie double, ça va peut-être nous permettre d'ouvrir la porte justement de cette nouvelle physique qu'on n'a pas vue au premier run. Alors on a plusieurs scénarios envisageables, hein. Soit pendant ce run 2, à partir de 2015, on trouve des nouvelles particules et dans ce cas-là, on va étudier ces particules pendant les 20 prochaines années au LHC. Soit on n'en trouve pas, et là on est un petit peu embêté. Alors on peut avoir ce qu'on appelle des signes indirects de nouvelles physiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, quand on mesure les couplages du boson de Higgs aux autres particules, on peut voir des déviations par rapport à ce que le modèle standard prédit, et ça nous montre de manière indirecte que le modèle standard n'est pas valable. On ne conclut pas ça en voyant une nouvelle particule, mais on conclut en mesurant précisément des quantités qui ne correspondent pas à ce que la théorie prédit. C'est ce qu'on appelle des signes indirects de nouvelles physiques. Si c'est le cas, alors on est content aussi, parce que ça va nous permettre de savoir un petit peu quel accélérateur on doit faire après pour vraiment voir les nouvelles particules de cette nouvelle physique qu'on a vue indirectement. Et puis si on ne voit toujours rien, le but du futur de la physique des particules, c'est de construire ce qu'on appelle une usine à Higgs, de produire des milliards et des milliards de bosons de Higgs pour vraiment l'étudier sous toutes les coutures et essayer de voir un de ces signes indirects de nouvelles physiques. Voilà, donc j'ai terminé sur cette conclusion très courte où en fait il y avait 2 grandes surprises durant le run 1 du LHC. Découvrir le boson de Higgs, ce n'était pas une surprise, on s'y attendait. En fait, si on ne l'avait pas découvert, ça aurait été une vraie surprise. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'on l'a découvert à une masse un petit peu particulière dont je vous ai parlé, cette histoire de métastabilité du vide. La deuxième surprise, c'était vraiment qu'on ne voit aucune nouvelle physique parce qu'on s'attendait à vraiment voir la nouvelle physique au run 1. Et si la nouvelle physique n'apparaît pas dans les prochaines années, je pense que la patience va vraiment être le maître mot. Il faudra probablement plusieurs décennies avant de voir quelque chose. Et c'est peut-être aussi la nécessité d'une remise en question profonde de notre intuition actuelle de la physique des particules. Peut-être qu'on est à l'aube d'une révolution conceptuelle qui permet de réconcilier les 2 infinis, donc ce qu'on observe en laboratoire, parfaitement expliqué par le modèle standard jusqu'ici, et ce qu'on observe dans l'univers avec l'énergie noire et la matière noire, qui pour l'instant n'est pas du tout expliqué par le modèle standard. Voilà, j'ai terminé. Si j'ai bien compris, vous avez dit au tout début de votre présentation qu'il n'y a pas de Higgs dans l'univers, le champ est vide. Alors, j'ai parlé de... Alors déjà qu'il n'y ait pas de boson de Higgs dans l'univers à l'état naturel aujourd'hui, c'est vrai parce qu'il faut énormément d'énergie pour les produire. Donc il faut un accélérateur de particules pour les produire, d'accord ? Mais ce que j'ai dit au début, c'est qu'en fait, il y a 2 phases dans l'univers. Il y a 2 grandes périodes. Alors, il y en a une qui dure 10-10 secondes et puis une qui dure 13 milliards d'années. Mais dans la première phase, le champ de Higgs ne donne pas sa masse aux autres particules. Donc, les autres particules sont sans masse. Et à un moment, il se passe quelque chose, ce qu'on appelle une brisure de symétrie. On sait très bien comment ça se produit. Et à partir de ce moment-là, alors, le boson de Higgs, le champ de Higgs se comporte différemment et les autres particules voient le champ de Higgs et acquièrent de la masse. Le champ vide suffit pour donner la masse? Alors, c'est un champ dont la particularité, la raison pour laquelle il donne sa masse aux autres particules, c'est qu'il a, ce mot un peu de jargon, je suis désolée, une valeur dans le vide non nulle qui est un peu longue à expliquer. Mais il a une sorte de viscosité, si vous voulez. D'un coup, ce champ, il était transparent, les particules passaient à travers sans le voir, et puis d'un coup, il acquiert une sorte de viscosité, en quelque sorte. Par un mécanisme qu'on comprend bien, c'est justement ce qu'on appelle le mécanisme de Higgs, c'est une brisure de symétrie. C'est la même chose, c'est le même mécanisme que par exemple ce qui fait des aimants supraconducteurs. Et c'est d'ailleurs rigolo qu'on trouve le boson de Higgs en faisant un anneau avec des tas d'aimants supraconducteurs. C'est le même mécanisme qui rend un objet supraconducteur, par exemple. C'est une brisure de symétrie qui fait qu'à un moment, un condensat pour les supraconducteurs change d'état, donc il ne se comporte plus de la même manière. Et là, c'est exactement la même chose. Le champ de Higgs, à un moment, il est dans un certain état, qu'on dit symétrique, et les autres particules ne le voient pas. Puis à un moment, il y a une brisure de symétrie, et là, les autres particules le voient, et tout se comporte différemment.
C'est difficile à expliquer en 3 minutes. Oui, si vous pouvez garder cette slide, parce que c'est là-dessus. Là, vous nous montrez un peu l'action de créer de la masse par une sorte de viscosité, c'est le mot que vous venez d'employer. Mais la masse, en tout cas au niveau macroscopique, c'est aussi l'inertie, donc c'est aussi une force. Et là, on voit une viscosité, c'est-à-dire un frein, mais on ne voit pas la force, ce qui peut donner la force d'inertie, c'est-à-dire la difficulté à freiner par cette comparaison. Alors, déjà, il y a une chose importante que je n'ai pas mentionnée, mais que je vais mentionner, qui est un tout petit peu corollaire de ce que vous venez de dire. Mais déjà, il faut comprendre que le mécazoïque donne la masse aux particules élémentaires. Et ça, c'est 1% de la masse des objets qui nous entourent. Par exemple, la masse d'un proton, qui est constitué de 3 quarks. Si on fait la somme de la masse des 3 quarks, c'est 1% de la masse du proton. C'est-à-dire la masse d'un proton, c'est principalement de la masse due à l'énergie qui lie les quarks ensemble. Donc déjà, c'est une chose importante parce qu'en fait, ça donne la masse juste aux particules élémentaires. Le reste, c'est de la masse de force, en quelque sorte. Après, pour répondre à votre question, ça c'est relié à la gravité plutôt, c'est-à-dire comment une masse se comporte avec la gravité. C'est l'interaction gravitationnelle. Je pense que vous avez répondu en disant que cette explication que vous avez au tableau, c'est 1% de la masse. Donc c'est dans les 99 autres pourcents qu'on peut comprendre la réponse à ma question. Et ce n'est pas dans votre exposé. Jean aura peut-être une meilleure réponse puisqu'il est théoricien, beaucoup plus à même de répondre. Bon, ça c'est une question très profonde qu'on ne connaît que de façon phénoménologique. On connaît la réponse de façon phénoménologique, pas de façon profonde. Et c'est vrai, si je prends la masse du proton et je fais la somme des masses de 3 quarks, c'est une toute petite fraction. Dire de ça que c'est l'énergie de liaison qui fait la différence, c'est faux. Parce que l'énergie de liaison, si je prends un noyau de deutérium, c'est vrai que le noyau de deutérium n'a pas la somme de masse du proton et du neutron, mais sa masse est inférieure à la somme de masse, pas supérieure, tandis que la masse du proton est bien supérieure à la somme de masse. Donc il y a une autre source de masse qui n'a rien à voir avec le mécanisme de Higgs, qu'on connaît assez bien du point de vue phénoménologique, pas très bien du point de vue profond, si vous voulez, qui est aussi un phénomène de transition de phase, de brisure spontanée de symétrie, mais d'une autre symétrie, ce qu'on appelle la symétrie chirale. Donc, il existe en fait, dans l'histoire de l'univers, il y a eu plusieurs transitions de phase. Et à chaque fois, le comportement de la matière changeait. Pour les Higgs, c'était, si vous voulez, une transition de phase primordiale, la première, et là où les particules dites élémentaires aujourd'hui, demain peut-être ce ne sera pas le cas, ont acquis leur masse. Et ça, c'est la masse de quarks, d'électrons, etc. Beaucoup plus tard, il y a eu une autre transition de phase dans laquelle les quarks sont liés ensemble et ont formé des protons. D'accord? Et là, il y a eu une autre génération de masse qui n'a rien à voir avec le phénomène de Higgs et qui, en effet, c'est bon, du point de vue macroscopique, à l'air. Je dis à l'air parce que je mets tous les bémols possibles et imaginables, à l'air, avec toutes les précautions oratoires d'usage, a l'air d'être la source principale de la masse des objets macroscopiques. On va s'arrêter là, je suis désolé. Merci beaucoup.